Hello Esther! Hello, Comment ça va? ça va bien, chaudement, comme à peu près tout le monde. Ouais, j'ai choisi le jour de la canicule, en fait, de la deuxième canicule cet été pour faire cette interview. Mais bon, hein, c'était le moment. Quand c'est le moment, c'est le moment. Il faut le faire. Il Voilà, il faisait faut. 40 degrés hier en sortant du CrossFit à 13h, j'ai cru que j'étais en train de mourir. En plus, t'as chaud même après le CrossFit, donc de toute Ouais, façon, enfin, il fait toujours chaud. Mais bon, au moins, peut-être que si tu repenses à ce moment-là, tu te dis, il fait plus frais maintenant. ouais, peut-être. Bon, en tout cas, j'ai mon brumisateur à côté, donc j'espère que ça ne te dérangera pas, que ça ne dérangera personne, mais je pense que je vais l'utiliser à un moment. Ok, super. Je sais Bah pas écoute, pourquoi, pardon? je suis même pas sûre de pourquoi on est là. Sur quoi tu as envie de quoi tu as envie qu'on parle en fait? Eh ben, écoute, je voulais juste interviewer pour savoir qui tu étais, pour savoir dans quel cadre est-ce que tu travaillais, ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est ma première question. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que je peux me présenter? Alors, est-ce que je me présente moi ou ce que je fais? Bon, je vais dire ce que je fais, c'est ce que font les gens généralement. Donc, Mhm. je m'appelle Esther, c'est Lifé, j'ai 32 ans au moment où on enregistre ça. Et je suis coach en émotion et particulièrement spécialisée dans la perte de poids. D'accord. J'ai une chaîne YouTube depuis à peu près 7 ans, ça fera 7 ans en novembre, Mhm. qui a beaucoup, beaucoup changé. Elle ne parlait pas de perte de poids au départ et puis c'est venu un peu comme ça avec le fil du temps. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Se sentir bien, qui est un podcast qui apprend aux gens à s'auto-coacher. Parce que l'autonomie et l'indépendance émotionnelle, c'est très important. Oui, c'est vrai. Avec plein d'outils. C'est vraiment un truc un peu clé en main et très pratique. Ça raconte pas du tout ma vie. C'est vraiment très pour les personnes qui sont purement intéressées par les outils de coaching, qu'ils soient coach eux-mêmes ou qui veuillent juste apprendre à se coacher et être indépendants. Mhm. Mais écoute, c'est vrai qu'on se dit souvent quand on parle de la perte de poids et je sais pas, dans la reprise de sport, qu'on a besoin d'un coach sportif, d'une diététicienne et qu'on n'a pas forcément besoin de quelqu'un autour de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais, en quoi est-ce que tu es utile dans ce genre de processus et quelles sont les problématiques que les gens rencontrent justement pendant leur perte de poids? En fait, le gros problème, c'est que dans notre société de manière générale, quand il y a un résultat qu'on ne veut pas dans notre vie, on identifie assez vite, enfin c'est socialement assez admis, quelles sont les actions qui t'ont amené à ce mauvais résultat. C'est-à-dire que les personnes qui viennent vers moi, elles savent très bien qu'elles mangent quand elles n'ont pas faim, qu'elles mangent du chocolat à des moments où franchement, ça ne serait pas le bon moment. Et c'est même pas pour se faire plaisir, ça fait même plus plaisir au bout d'un certain moment. Euh, Elles savent qu'il faudrait qu'elles aillent au sport, mais elles y vont pas. Elles savent exactement, elles sont éduquées en fait. Et le problème, c'est pas qu'elles savent pas quelles sont les actions à prendre en compte et à faire et à mettre en place. Il y a certainement des personnes qui sont pas éduquées, mais c'est pas celles qui viennent vers moi en tout cas. Donc elles sont éduquées. Le problème, c'est que on a omis tout un pan qui pour moi est l'essentiel de ce qu'est l'humain, à savoir les pensées, les émotions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose dans ta vie, on te dit, bon, bah voilà, quelles sont les actions à prendre en place, mais à mettre en place. Mais on oublie totalement le fait que pour pouvoir mettre une action, il faut que tu sois dans le bon état d'esprit, que tu te sentes dans le bon état émotionnel pour pouvoir mettre en place cette action-là, et pour que tu la mettes en place ensuite. Donc, la différence, un nutritionniste ou un diététicien et un coach sportif sont complètement nécessaires dans une perte de poids. Enfin, en tout cas, à un moment donné, il faut que les personnes soient éduquées sur ces sujets-là. Donc, soit elles en ont vu dans le passé et elles ont gardé leur programme et elles savent faire, soit il faudra à un moment donné qu'elles revoient ces personnes-là parce qu'elles vont te dire quelles sont les actions à mettre en place. Mm. Mais si on te coach que sur l'action, c'est ce que fait un coach sportif, il te coach que sur l'action. Enfin, non, c'est pas vrai. Je suis un peu méchante avec les coachs sportifs parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils coachent aussi sur le mental, sur le mindset. Mais à la vieille école, on coachait que sur l'action. Et un nutritionniste, il va juste te dire quoi faire, mais il va pas te dire comment faire. Donc, et c'est la grosse différence entre ce que je fais et un régime ou un programme sportif. Ou quoi, moi, je ne vais pas dire aux gens quoi faire, je vais les aider à comprendre pourquoi ils ne le font pas. Et c'est pas de la psy dans le sens où c'est pas comprendre comment ils en sont arrivés là, parce que ça, en général, il faut qu'ils le fassent en amont avec leur psy. Tiens, moi, en fait, le soir, je me sens seule, du coup, je mange des cookies parce que mes parents ont divorcé quand j'étais petite et le soir, rentrant d'école, je devais attendre que mon père rentre et je devais rester 2 heures toute seule. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à manger pour compenser et du coup, j'ai gardé cette habitude. Mm. Euh, le but, c'est pas de comprendre comment on en est arrivé là, mais c'est aujourd'hui,
ok, là, tu n'es plus abandonné, tes parents, ils sont plus dans l'équation. Pourquoi aujourd'hui, tu as mangé des cookies alors que tu n'avais pas faim? Et qu'est-ce qui se passe? Et quelle est l'histoire que tu te racontes qui justifie ça? Et souvent, derrière, il y a des histoires de confiance en soi, d'estime de soi. Il faut vraiment aller bosser sur le truc de fond. Et la différence avec du sport ou un régime traditionnel, même si dans les faits, les actions, c'est exactement les mêmes, hein, on n'a rien inventé pour perdre du poids, il faut manger sainement, faire du sport, bien dormir, on n'a rien inventé. La grosse différence, c'est que les raisons qui faisaient que tu ne le faisais pas ne sont plus là à la fin du coaching. Donc en fait, tu ne pourras jamais reprendre ton poids. Parce que si la raison pour laquelle tu mangeais, elle n'est plus là, bah, tu n'as plus de raison de manger quand tu n'as pas faim. La devise, c'est si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Donc on va chercher. Ok, super. En fait, ce que je me disais, c'est que c'est vrai que la plupart des gens qui sont en surpoids, c'est comme les gens qui ont, par exemple, envie d'arrêter de fumer. C'est un petit peu les mêmes processus d'addiction, disons. On leur dit à chaque fois qu'ils se plaignent parce qu'ils ont envie de perdre du poids et parce qu'ils sont dans une souffrance et qu'ils ont besoin d'en parler, on leur dit c'est un régime. Et c'est pareil pour les gens qui veulent arrêter de fumer, on leur dit arrête, hein, c'est tellement simple. Pourquoi finalement ça ne l'est pas? Ça ne l'est pas parce que la personne, elle a une identité. Et c'est ça le truc, moi j'appelle ça l'identité de grosse. Demande-toi comment les minces autour de toi, elles pensent. Si tu penses comme une grosse, tu vas rester grosse. Et très souvent, l'exemple que je donne pour ça, elles ont toutes, je dis toutes parce que c'est principalement des femmes que je coach, et puis les hommes qui sont là, ils ont l'habitude du féminin inclusif, et ils s'y sont faits, ou alors ils sont ouais, en fait, on a toutes des photos de nous quand on était plus jeunes, où on se trouvait grosse. Et maintenant, rétrospectivement, on les voit et on dit, je l'étais pas. En fait, à ce moment-là, tu pensais que tu l'étais. Et c'est tout ce qui compte, en fait. Finalement, la réalité que tu vis, c'est celle que tu as dans ton esprit. C'est pas ce que tu es, ce que tu fais. La réalité, malheureusement, en tant qu'être humain, même si c'est un peu frustrant et l'ego un peu de mal en général, la réalité, on n'y a pas accès. Donc, on n'a accès qu'au filtre de nos pensées, de cette réalité. Donc, si tu crois que tu es grosse, tu vas créer dans ta vie des résultats de je suis grosse, avec ton biais de confirmation, avec tes actions. Si tu penses que tu es grosse et que c'est impossible pour toi de perdre du poids, l'émotion dans laquelle tu vas être, ça va être de l'impuissance, ça va être de la dévalorisation. Et ces émotions-là, c'est quoi? C'est des émotions qui vont t'amener à l'inaction ou à manger pour compenser. Et donc, le résultat que tu vas avoir de cette action, effectivement, si tu ne vas pas au sport, si tu manges pour compenser, le résultat, c'est que tu continues de prendre du poids. Ou en tout cas, tu n'en perds pas. Et tu valides ta croyance. Par tes actions, en fait, tu valides ta croyance de départ qui était « je suis grosse et je ne pourrai jamais maigrir ». Donc, si tu penses ça des jeunes, en fait, tu vas continuer à le perpétuer. Et donc, nous, le boulot, c'est de le faire sur l'identité. Et on va chercher des trucs où c'est des choses toutes simples. Hein. C'est des « non, mais tu sais, c'est-à-dire, moi, je suis une bonne vivante ». Je fais « tiens, pourquoi tu penses ça ?» en fait. Et regarde comment cette croyance que tu as sur toi, que t'en as fait un fait dans ta tête, c'est comme si c'était un fait, tu vois, je suis une bonne vivante. Je fais « mais d'où ça sort, en fait? Et est-ce que tu es d'accord avec ça? Et pourquoi tu en as besoin? Ah, ok, socialement, ça te permet d'être intégré. Ok, en fait, ce dont tu as besoin, c'est pas de manger, en fait. C'est de te sentir intégré dans le groupe. Donc, qui tu es, toi, en tant qu'individu, qui te permet d'être intégré dans le groupe, qu'est-ce que tu aimes, on va recentrer, en fait, et on va enlever toutes les croyances sur l'identité. Donc, il y a plein de choses comme ça. Il y a des je suis pas du matin, je suis gros, je pourrais jamais perdre du poids, ou j'ai un problème de thyroïde, et donc voilà, ou tout le monde est gros dans ma famille. Toutes ces croyances en fait sur l'identité, et c'est flippant en général. Je ne veux pas faire flipper les personnes qui potentiellement seraient intéressées, qui regarderaient ça, mais on va faire le vrai taf en fait. Hein. Si on veut résoudre le problème, il faut vraiment aller creuser sur pourquoi tu crois que c'est pas possible pour toi de perdre du poids, et parce que c'est ça qui t'amène. Enfin, c'est pas que ça, mais c'est toutes ces croyances que tu as à propos de ta perte de poids potentielle, ou à propos des régimes en général, ou à propos de je sais pas, si je deviens mince, je serai plus une féministe, par exemple. Ça, c'est une marrante que j'ai assez souvent. C'est si je succombe au diktat de la beauté, mon Dieu, mais je ne suis plus qui je suis. Enfin, il y a vraiment des vraies questions identitaires. Là, on rigole, mais en fait, c'est assez incroyable comment on s'est forgé toute une identité, même dans notre langage, dans la façon de parler. On se voit comme la bonne vivante, la copine rigolote, mais un peu ronde. On fait même des blagues sur nos rondeurs. Il y a tout un mindset qui a besoin d'être changé. Et du coup, il faut se poser la question, on ne change pas le mindset pour remplacer par un autre, comme ça, mais on se pose vraiment la question, du coup, si t'es pas ça, qui t'es vraiment? Histoire que tu puisses penser à qui t'es vraiment. Et
du coup, les filles, pendant le programme, ça dure 4 mois. Et en général, il y a des vrais changements dans leur vie par ailleurs, parce qu'en prenant conscience de tout ça, je dis souvent, elles viennent pour un régime, elles repartent avec un changement de mec ou changement de boulot. En gros. C'est toujours la même chose dans les coachings. On vient toujours pour quelque chose en particulier, on revient avec autre chose, un bénéfice secondaire. C'est super cool. Elles ont une perte de poids, bien sûr. Évidemment, évidemment. Quand tu parlais de la réalité, de la perception de la réalité, ça m'a fait penser beaucoup à toutes ces personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. On va souvent parler au féminin parce qu'il y a 99% des personnes qui sont atteintes de troubles du comportement alimentaire, voilà, qui sont des femmes. J'ai eu moi-même en coaching des femmes qui étaient anorexiques et qui m'expliquaient qu'elles étaient boulimiques, qui mettaient des mauvais mots sur cette maladie mentale-là, parce qu'on appelle ça l'anorexie mentale. Est-ce que c'est des gens que tu prends en charge aussi? Et qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là et comment est-ce que tu peux les aider? Ok. Alors, en l'état actuel des choses, je ne prends pas en charge des personnes qui sont boulimiques, anorexiques, etc. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire parce que je pense que je peux les aider. Et pour ça, je suis en train de voir en ce moment pour faire rejoindre un psychologue dans l'équipe. Pas prendre en charge en tant que coach seul, même si je suis coach en émotion et que je suis formée là-dessus. Je pense qu'il y a un double truc ici. Pour moi, quelqu'un qui est dans l'anorexie ou la boulimie ou n'importe quelle maladie mentale, en fait, c'est quelqu'un. Après, c'est ma compréhension à moi, donc ça va prendre ou à laisser, mais c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a eu des pensées toxiques à propos d'elle. Donc, c'est le genre de pensées qu'on a évoqué. Genre je suis comme ci, je suis comme ça, et puis ces pensées-là, au lieu d'être je suis une bonne vivante et j'aime le chocolat et obligée de, pour son ego, manger du chocolat chaque fois qu'elle en voit, ça va être des pensées plutôt je suis nulle, je suis dégueulasse, et ces pensées-là, elles sont aussi en boucle dans la tête. Alors, toutes les personnes qui ont à un moment donné souffert de leur image corporelle ont peut-être eu ce genre de pensées, mais il y a un moment où en fait, les pensées sont tellement récurrentes, les pensées toxiques, qu'en fait, elles prennent toute la place au point de t'empêcher de fonctionner normalement. C'est le principe de la maladie mentale, en fait. C'est les angoisses, la dépression, c'est ça. C'est des pensées toxiques qu'on a tous. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas les maladies mentales, parce qu'ils disent oui, moi aussi, il y a des jours où je suis déprimée. Oui, mais la grosse différence, c'est que tu peux prendre le contrôle sur ces pensées-là. Tu as les pensées toxiques, ça va durer quelques minutes, et après, tu t'appelles ta mère, tu pleures un bon coup, et les pensées sont plus là. Tu arrives à les remplacer. Sauf que dans le cadre d'une maladie mentale ou d'un trouble, où j'ai pas forcément les bons mots, mais parce que je suis pas, justement, c'est pas mon métier, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait vraiment un psy qui rejoigne mon équipe. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ces pensées-là deviennent en dehors du contrôle de la personne, et en fait, elle est menée par ces pensées-là, et elle se retrouve à avoir des comportements non désirés, parce que encore une fois, c'est les pensées qui créent tes émotions, et c'est parce que tu ressens une émotion que tu agis ou réagis ou n'agis pas. Donc, les actions semblent être hors de leur contrôle à ce moment-là parce que les pensées deviennent toxiques. Enfin, c'est pas juste toxique, mais c'est qu'en plus, elles sont en boucle et intenables. Donc, en l'état actuel des choses, non, je ne prends pas en charge ces personnes-là parce que j'ai pas les compétences dans mon équipe encore pour. Mais je pense que je peux les aider parce que les outils que j'ai, ce sont des outils qui nous permettent de reprendre le contrôle de ces pensées. C'est-à-dire que cette sensation de perte de contrôle, dans toutes les situations où j'ai une fille qui mange en rentrant par exemple du boulot parce qu'elle a eu une dure journée et qu'elle pense vraiment que ça va la réconforter, qu'elle l'a bien mérité et toutes ces choses-là, pendant quelques minutes, le temps où elle mange le paquet entier de biscuits, elle a une sensation de perte de contrôle. Parce qu'à ce moment-là, elle est dans... Alors souvent, on me le décrit un peu comme de la boulimie, mais en réalité, c'est pas de la boulimie ni même de l'hyperphagie dans ces cas-là, parce que ça n'empêche pas la personne de bien fonctionner. Donc, il y a une fine ligne, en fait, entre qu'est-ce qui est juste moi un peu dépressive ou enfin juste un peu déprimée et dépressive, et qu'est-ce qui est moi qui binge sur un truc et moi qui est vraiment en train de faire une crise d'hyperphagie. La nuance, elle est assez fine, mais moi, je m'adresse à des filles qui ont accès à leurs pensées et sur lesquelles on peut bosser sur ces pensées-là. Si on n'y a pas accès, je pense que là, il y a un travail à faire avec un psy et en collaboration. Moi, avec les outils que j'ai vraiment confiance dans le fait qu'on pourrait aider ces personnes-là à reprendre le contrôle sur leur tête, en fait, sans essayer de changer leurs actions. Le problème, c'est que pour l'instant, encore une fois, toutes les prises en charge qui existent à propos dans les domaines du trouble du comportement alimentaire, on se focalise sur les actions, sauf que tu fais vivre un enfer. Une personne anorexique, tu la forces à manger sans changer ce qu'elle croit, c'est-à-dire que si elle mange, elle va mourir.
qui est très vraie parce qu'elle se l'est confirmée, biais de confirmation, encore et encore et encore. Bon, maintenant, c'est sa réalité, en fait. C'est pas juste une croyance sociale, c'est sa réalité. Si tu la forces à manger, mais tu lui fais vivre un enfer. Donc, le but, c'est d'aller l'empêcher, enfin, l'aider à soigner la vraie maladie mentale, c'est-à-dire bosser sur le mental, aller se dire, tiens, pourquoi à un moment donné tu crois ça et comment on va pouvoir faire que tu reprennes le contrôle sur ta tête et que tu arrêtes de croire ça. Et après, tu seras prête à faire les actions qu'il faudra de ton plein gré parce que tu auras repris la maîtrise de tes pensées. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne les prends pas en charge, mais je pense vraiment que ce que je fais pourrait les aider. C'est juste que là, tout de suite, ça serait dangereux pour moi de le faire seule, je pense. Bien sûr. Ok, on parle justement dans les troubles du comportement alimentaire, et d'ailleurs il y a très peu de temps, je crois, il y a quelques jours, il y a un énorme youtubeur américain qui s'appelle Shane Dawson qui a fait une interview, un documentaire d'1 heure d'une youtubeuse anorexique, qui d'ailleurs s'est retirée du YouTube game justement parce qu'elle était anorexique, qu'elle voulait se soigner. Lui, justement, il n'est pas formé non plus, mais à un moment, il s'est senti assez légitime de lui parler parce que justement, il avait eu des troubles du comportement alimentaire. C'est assez connu, il a fait beaucoup de crises de boulimie et ce genre de choses. Et pour la plupart des coachs qui prennent en charge des personnes et des problématiques, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont eu cette expérience-là et qu'ils se sentent légitimes parce qu'ils ont eu ce genre d'expérience et qu'ils peuvent connecter avec les gens. Est-ce que la problématique de la perte de poids, c'est quelque chose qui t'a touché à un moment? Est-ce que tu veux bien nous en parler? Ouais. Bon, déjà, la jeune fille avec Shane Dawson, je crois qu'elle n'a pas mis de mots sur son trouble, même si on avait tous compris que c'était certainement de l'anorexie. Mais elle n'a pas mis de mots. Je sais pas. Enfin, pas encore avant, mais pendant l'interview aussi, elle en a parlé quand même, parce qu'elle a expliqué Elle qu'elle n'a pas était en dit rehab. anorexie. Elle n'a pas dit. Enfin, ou alors je l'ai manqué. Bon, écoute, bon, pour répondre à ta question, c'était plus intéressant. Est-ce que moi j'ai été concernée? Oui. Oui, j'étais obèse très longtemps, enfin, pour pas dire quasiment tout mon âge adulte. J'étais obèse enfant aussi, j'ai eu de l'obésité infantile aux alentours de mes 8-10 ans, que j'ai perdu du poids dans un centre pour enfants obèses où on m'a appris à manger. Encore une fois, on m'a appris l'action, mais on n'a pas changé ma vision des choses. Et j'ai progressivement repris du poids à l'adolescence. Et en fait, étant enfant, en gros, la raison pour laquelle, je trouve ça dingue, en fait, rétrospectivement, maintenant, je trouve ça même criminel que quand on voit un enfant obèse, en fait, on lui explique que ce qu'il fait, c'est mal. Et on se pose pas la question, non, mais pourquoi cet enfant est obèse? Il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui se passe, surtout si le reste de la famille ne l'est pas. Donc, c'est pas juste des habitudes alimentaires mal apprises de toute la famille. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en fait, à ce moment-là, on m'a plus dit, bon, bah, toi, il faudrait que tu fasses attention toute ta vie. Et en fait, je me suis ancrée dans ma tête qu'il fallait que je fasse attention toute ma vie, que jamais je serais mince. Et ça a été un travail sur l'identité incroyable de me dire, non, mais en fait, ça, c'était des conneries. C'était des médecins qui ne savaient pas de quoi ils parlaient, en fait. En tout cas, pas sur ce côté-là. Ils connaissent le corps, mais ils ne savent pas. Je ne sais pas pourquoi les gens ne font pas la connexion entre le corps et l'esprit dans le corps médical. En fait. Je ne comprends pas, surtout avec tout ce qu'on sait sur les effets de placebo et tout. Enfin, bref, il y a des choses à faire. Mais du coup, ouais, à ce moment-là, en fait, en gros, j'ai eu des émotions qui étaient difficiles à gérer. Pour la faire courte, j'étais victime de pédophilie à cette période-là. Du coup, bah, ma façon de tamponner mes émotions, moi j'appelle ça tamponner, c'est-à-dire pour ne pas les vivre, tu t'anesthésies avec quelque chose. Bon, bah, la plupart des gens, c'est la cigarette, le porno, les achats compulsifs ou la nourriture. Étant enfant, heureusement pour moi, j'avais pas accès à des cigarettes, donc en fait, bah, c'était les bonbons, le fromage, beaucoup de fromage, je suis savoyarde, donc beaucoup de fromage, étant enfant. Et du coup, j'ai appris à gérer mes émotions avec la nourriture. Après, j'ai perdu du poids parce forcément, quand on te fait courir et qu'on te sert des repas avec un enfant, t'as pas tellement le choix. Donc j'ai perdu du poids, mais à l'adolescence, quand les émotions sont revenues, parce que l'adolescence, tout ça, bah, je me suis rappelé du mécanisme que j'avais développé pour gérer mes émotions, enfin, ou plutôt ne pas les gérer, justement. Parce que personne t'explique que c'est normal de ressentir des choses et que ça fait partie de la vie. Et du coup, bah, tu crois que quand tu te sens mal, bah, c'est pas normal. Alors du coup, bah, tu cherches un moyen de t'en échapper. L'alcool, tout ce que tu veux. Et à l'époque, bah, moi, ça a été la nourriture. Donc j'ai repris du poids. Les études n'ont pas arrangé. J'ai fait 8 ans d'études à la fac. Enfin, 9 ans, puisque j'ai fait une année de bonus. Parce que je fais une réorientation. Donc j'ai fait mes 9 ans
à la fac et j'ai grossi, hein, parce que c'était mon moyen de gestion de toutes les périodes de révision. C'était Oreo Coca Light. Donc, forcément, il y a un moment où ça se voit sur le corps. Et ça a été au moment où j'ai commencé ma thèse, où je me suis dit que là, j'aurais davantage de temps. Bon, déjà, j'avais un revenu et je me suis dit, OK, je vais revoir un nutritionniste et voir ce que je peux faire. Et en voyant un nutritionniste, je me suis dit, OK, ma solution n'est pas là. Elle me dit, je le sais, ma solution n'est pas là. Et je me suis mise en recherche d'une solution. Et j'ai un peu tâtonné, mais il y a eu un été, donc en l'été 2014, où j'ai vraiment décidé, c'était la fin de ma rédaction de ma thèse, j'ai été au plus haut poids, j'ai soutenu ma thèse en septembre, et en octobre, en juillet 2014, j'ai arrêté de me peser à 83 kilos, je fais 1m59, 1m58, à 83 kilos, et je sais pas jusqu'où je suis montée, mais je sais que je suis montée un peu plus haut, et quand je me suis repesée après, j'étais en dessous des 80. Et je me suis dit cet été-là, je ne veux plus que ça m'arrive. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec ma meilleure amie dans le sud de la France, on fêtait ma rédaction et genre ma libération des études. Et on s'est juste baladé dans un village, en fait, en plein été, par temps caniculaire comme aujourd'hui. On s'est baladé et j'avais un pantalon un peu en lin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai usé le pantalon avec mes cuisses. Et j'ai pas osé lui dire, en fait, que je commençais à sentir mes cuisses. J'étais suffisamment ronde pour que ça se voit pas, en fait, hein, quand je marche, qu'il y a un trou dans mon pantalon. Et en fait, j'ai continué à marcher, jusqu'au point où j'ai eu les jambes en sang, en fait. Et où là, je me suis effondrée, j'ai pleuré, je me suis assise et j'ai dit, il faut qu'on s'assoie, en fait. Je peux plus, j'ai trop mal. Et je lui ai dit, et elle fait un 34, elle a toujours été mince, et elle savait pas, en fait. Elle savait pas, et j'en avais jamais vraiment parlé à qui que ce soit, parce que j'avais un peu ce rôle, ce masque de la fille féministe qui s'assume, qui se sent bien dans sa peau, enfin un peu ce rôle que j'avais toujours joué, quoi. Alors qu'en fait, dans mon corps, c'était l'enfer, quoi. Et du coup, cet été-là, je me suis dit, c'est le dernier été que je passe comme ça. Alors, il s'est trouvé que mécaniquement, ça n'a pas été le dernier été, mais la décision a été prise à ce moment-là, en fait. Je me suis dit, il y a forcément une solution. Il y a forcément une solution. Et donc, j'ai cherché plutôt côté psy. Alors après, j'ai revu un psy qui m'a encore gavé à me faire parler de ce qui m'arrivait quand j'étais petite. Et moi, je suis là, non, mais le problème, il est plus là. Ce truc-là, c'est réglé. Et là, j'ai cette sensation qu'en fait, avec les psys non plus, je n'aurais pas cette solution parce que le psy te reste et te ramène, limite, à part me renforcer ma croyance que ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est dû à ce que j'étais quand j'étais petite et que du coup, c'est impossible pour moi d'en m'en échapper. À part renforcer ça, j'avais pas de solution concrète pour actuellement, quoi. Et du coup, j'ai compris que ça serait pas là la solution et j'ai fini par tomber sur le travail d'une coach qui s'appelle Brooke Castillo, dont je parle tout le temps dans le podcast, je sais pas si tu le suis, mais... Oui. Et avec qui je me fais former maintenant, et c'est elle qui a posé les mots sur certaines choses et qui m'a fait avoir certains déclics. Alors après, elle n'a pas fait tout le boulot, j'ai dû compléter avec des travaux d'autres coachs et d'autres psy et d'autres nutritionnistes, médecins, etc., pour bien comprendre l'ensemble de la problématique. Et je pense que j'ai encore des choses à comprendre d'ailleurs. Il y a plein de trucs pour l'instant que je ne maîtrise pas, mais pour comprendre un peu le lien en fait, entre les pensées, les émotions et les actions qui font que tu prends du poids ou en tout cas que tu en perds pas. Et moi, du coup, là, je ne sais pas combien de kilos j'ai perdu, mais là, je vais être autour des 58 kilos, quelque chose comme ça. Donc, comme je ne sais pas exactement à combien j'étais au plus haut, je ne sais pas, mais j'ai dû monter à 85, je dirais, un truc comme ça. Donc, tu vois, ça fait plus de 20 kilos. Énorme, bravo. En à peu près 2 ans, je dirais, un truc comme ça. Ouais. Juste en pensant sur les émotions. Ouais. Il n'y a pas de restriction au sens je me flagelle et je pars du principe qu'il faut que je me restreigne pour perdre du poids. D'accord. Du coup, enfin, c'est peut-être une question naïve ou un peu bête, mais est-ce que tu penses que le trauma, c'est un terrain de vulnérabilité pour la prise de poids ou les troubles du comportement alimentaire? Moi, en fait, je pense que pas nécessairement la prise de poids ou les troubles du comportement alimentaire, mais c'est clairement quelque chose qui fait que tu ne vas pas être en bonne santé émotionnelle. Donc après, la façon, le coping mechanism que tu choisis va beaucoup dépendre, je pense, de ton environnement. Moi, j'ai toujours vu ma mère, quand mon beau-père, à cette époque-là, nous battait et qu'on venait de passer un sale quart d'heure, ma mère me prenait en voiture, on allait au salon de thé, on prenait une pâtisserie.
j'ai toujours vu ma mère m'a appris à gérer les émotions comme ça, parce qu'elle ne savait pas faire autrement, bien sûr. Je n'en veux absolument pas, mais... Et donc, elle ne savait pas faire autrement. Je pense que de la même manière qu'il est beaucoup plus probable pour un enfant qui a eu des parents fumeurs qui le deviennent, c'est pas que... à mon sens, ma compréhension de choses, c'est pas du tout qu'il a eu du tabagisme passif et qu'il a envie de fumer. Non, c'est juste qu'il a vu ses parents gérer ses émotions avec une cigarette. Je suis stressée, ah c'est bon, ça me saoule, il y a un truc qui m'énerve, je vais fumer une cigarette. Du coup, quand lui, il est énervé, stressé et qu'il sait pas quoi faire, il sait que la cigarette, c'est une solution possible. Il a déjà appris ce mécanisme-là. Donc, pour moi, tout ce qui est mécanisme addictif s'adresse particulièrement à des personnes qui ont soit eu un trauma, donc qui a fait qu'à un moment donné, les émotions étaient trop fortes pour être gérées ou pour être ressenties, ou qui sont de nature hypersensible et qui, du coup, ont constamment des émotions plus fortes et difficiles à gérer. Ou un combo des deux, voilà. Pour moi, tout ce qui est addiction de comportement, en tout cas addictif, comme avec le sucre, par exemple, c'est ce qui se passe, à mon sens, enfin, de ma compréhension aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que tu aurais des tips justement pour les gens qui sont hypersensibles? Il y en a beaucoup qui me regardent et qui se reconnaissent dans tous ces comportements un peu destructeurs finalement comment dire, je crée cette identité de grosse. Je crée cette identité de grosse et ensuite, à chaque fois que je ressens une émotion qui est trop forte, bah, je vais vers la nourriture. Comment est-ce que tu les reconnais, ces gens-là? Comment est-ce qu'on différencie quelqu'un qui a vécu un gros trauma et qui, du coup, surréagit, mais c'est juste pour un temps, quand il s'en rendra compte, il surréagira plus, de quelqu'un qui a cette base-là, ce terrain-là? Je suis pas sûre de comprendre entièrement ta question, parce que tu as dit beaucoup de choses qui m'ont fait penser à plein de trucs, du coup, ça fait dans ma tête. J'ai un peu eu du mal à suivre la question. Tu me dis en gros comment je fais la distinction entre quelqu'un pour qui c'est passager et quelqu'un qui a Oui, un comportement qui mériterait de porter attention. complètement. Le temps, Oui. je dirais. Après, je remarque souvent que, enfin, je veux pas mettre des crayons militantes aux gens qui sont actuellement en train de vivre un trauma, mais je remarque souvent que les mécanismes de défense développés à ce moment-là, en tout cas, c'est un mécanisme de défense contre tes émotions, en fait. Hein. Développé dans ces périodes-là, c'est quelque chose souvent qui, une fois que ça a été appris, le cerveau sait que ça existe, quoi. Enfin, tu peux pas te désapprendre que le Nutella c'est bon, quoi. Tu peux pas te désapprendre que la cigarette ça te déstresse. Donc même si tu fais le boulot émotionnel, tu auras toujours quelque part dans ton cerveau cette mémoire-là. C'est juste qu'au bout d'un moment, elle sera de plus en plus faible parce que tu l'auras remplacée par plein de nouvelles choses qui feront que cette mémoire, elle sera très très fine. Moi, je dirais, ouais, surtout du temps, en fait. Se laisser le temps. Et de toute façon, si pour l'instant, c'est tout le mécanisme pour gérer ça, le mieux, c'est de se faire aider par quelqu'un qui connaît ce que tu es en train de vivre. Mais c'est des fois ce que je dis à mes filles. Hein. Je fais, s'il y a un... Quand j'ai mes fils, mes coachs, hein, je sais pas. Si actuellement, tu as un gros truc qui t'arrive et que tu t'es vu en train de manger pour compenser et que tu vois pas d'autre solution, sache que c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'autre solution, mais si pour l'instant c'est ce que tu fais, bah, c'est ce que tu fais, quoi. Je veux dire, c'est ta façon de le gérer. La question, c'est est-ce que tu es OK avec ça? Et si ça n'a pas d'impact négatif sur ta vie, que ça ne te fait pas être en mauvaise santé, en obésité morbide et avoir une vie qui ne va pas, bah, peut-être que tu as envie de le garder. Donc, après, c'est surtout à la personne de l'identifier. Je pense que la personne qui est concernée par ce que je raconte, elle se reconnaît en fait dans ce que je dis. C'est vrai. D'ailleurs, il y a un énorme sentiment de culpabilité autour de la perte de poids pour tous ces gens qui essayent et qui n'y arrivent pas, ou alors qui n'ont jamais essayé et qui se pensent pas capables d'y arriver. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Que c'est pas vrai, que ça marche pas à la volonté. C'est pas la volonté le problème. Le truc, si on te coach que sur les actions, ce qui est le cas d'un coach sportif généralement et du nutritionniste, même si je ne sais pas quel coach la personne, si tu es que sur les actions, ça veut dire qu'en fait, tu continues quand tu vois un truc qui est bon selon toi, ou quand tu as un moment de doute ou quoi,
tu continues à avoir envie de manger. Tu continues à avoir envie de manger, donc je sais pas, parce que tu t'es juste dit, tiens, je l'ai bien mérité, oh, je peux bien prendre un morceau, ou oh, ça a l'air bon, ou tiens, il en reste. Tout ça, ça te crée ton envie de manger. Euh, Ce que te dit le coach, enfin, ce que te dit les méthodes traditionnelles de régime, c'est tu vas rester avec ton envie, mais tu vas juste pas agir dessus. Mm. Donc, tu vas être dans la résistance. Et d'ailleurs, les filles me disent, ah, j'ai su résister. Je fais, si tu as résisté, tu n'as rien compris au travail qu'on est en train de faire. Je veux pas que tu résistes. C'est pas une histoire de volonté. La volonté, ça dure pas dans le temps. On va pas miser sur un truc pour un changement de vie sur la volonté. Et en plus de ça, tu vois toute ta vie passer ton temps à résister à tous les aliments tout le temps. C'est juste pas possible, c'est trop d'efforts. Et d'ailleurs, souvent les filles, elles viennent avec la croyance qu'elles ne feront pas de régime juste parce qu'elles croient que la seule façon de perdre du poids, c'est de passer par cette phase de résistance à la nourriture, ce qui n'est pas le cas en fait. Moi, ce que je leur dis, c'est on va se poser la question pourquoi tu as envie de manger ce truc-là et enlever l'envie. Pour qu'après l'action, ça ne soit pas un effort, ce soit la conséquence normale des nouvelles émotions que tu as et des nouvelles pensées que tu as. Alors maintenant, je suis quelqu'un qui n'a pas de problème avec la nourriture, qui mange quand à la faim. Là, j'ai pas faim, c'est pas un drama. Il y a un cookie, oui, il est bon, je sais qu'il est bon, mais je m'en fous. Je m'en fous, je mangerai demain, je mangerai quand j'aurai faim, et puis si Spérine, bah Spérine, j'en rachèterai un autre quand j'en ai envie, je m'en fous. Nous, on va vers ça. Donc, ce que je leur dirais, c'est comprends que c'est pas une histoire de volonté, et que la volonté, si tu penses que c'est une histoire de volonté, et ce que pense la société, c'est ça, c'est que tu vas constamment te mettre en résistance, et c'est pas comme ça que tu auras une solution à long terme. Alors, il y a des personnes qui font un régime, qui font à la volonté, et qui ont un résultat à long terme. Mais si tu regardes ces personnes-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que par erreur ou malencontreusement, durant leur travail, ils ont changé leur état d'esprit. Ils ont changé leur identité. Ces personnes qui ont fait, je sais pas, un programme de 3 mois sportif et à la fin, là où 3 mois plus tôt, elles te disaient je suis pas sportive, je déteste le sport, ça me fait chier. Elles te disaient je peux plus vivre sans, j'adore ça. Elles se sont construit une nouvelle identité pendant le programme qu'elles gardent après. Du coup, oui, elles reprennent pas le poids. C'est parce qu'elles pensent plus la merde qu'elles pensaient avant, en fait. Ou l'image de soi. Hein. Si la raison pour laquelle tu manges, c'est parce que tu te trouves grosse et que tu sais pas comment t'en sortir, une fois que tu as perdu du poids, bah, tu penses plus ces choses-là, du coup, tu arrêtes de manger. Mais le truc, c'est que tu n'as pas vraiment résolu le problème de fond de pourquoi tu pensais que tu étais grosse à la base et pourquoi tu avais cette mauvaise estime de toi. Parce que si demain, tu te retrouves à avoir une autre mauvaise estime de toi pour une autre raison dans ta vie, je sais pas, tu t'échoues un examen ou tu te fais larguer par la personne avec qui tu partages ta vie, bah, le but, c'est que cette mauvaise estime ne soit pas comblée tout le temps par la nourriture. C'est que tu aies compris qu'en fait, le vrai truc, c'est ton estime de toi sur laquelle il faut travailler. Bien sûr, ouais. D'ailleurs, ben, ce qu'on dit très peu souvent, c'est qu'il n'y a que 5% des personnes qui font un régime qui réussissent à garder ce poids qu'ils ont perdu à long terme. C'est-à-dire que leur poids, ils sont arrivés à un poids, ils arrivent à long terme à le garder, mais ils sont que 5%, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a 95% des régimes qui échouent. C'est absolument énorme. Et c'est pour ça aussi que bah, la plupart des gens finissent par ne plus faire de régime et par rester dans l'état dans lequel ils sont parce qu'il n'y a plus de solution viable pour eux. Donc c'est bien de promouvoir ce genre de technique, comme ça au moins les gens savent que bah, y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions que d'aller voir un psy et puis il y a d'autres solutions que aussi d'aller voir des nutritionnistes qui donnent des régimes à 1200 calories. Et encore, je suis gentille, ou 900 sur 3 semaines. Donc, c'est cool. Merci beaucoup de prendre en charge ces gens-là. Je t'en prie. Ça a tout plaisir et pour moi. Moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est tellement life-changing. Oui, tu m'étonnes. Oui. Et du coup, justement, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui nous regardent? Une dernière chose à ajouter, par exemple? Conseil aux gens, c'est vague comme question, ça. Oui, elles sont toutes vagues, mes questions. Tous les sens avec une question comme ça. Quel conseil je peux donner aux gens? Bah, je pense que le conseil ultime, c'est n'essayez pas de trouver des raccourcis, en fait. Hein. Pour avoir ce que vous voulez dans la vie, la seule solution, c'est d'apprendre à se connaître en fait, et d'aller regarder en face ce qui fait mal et ce qui pique. Et si vous ne voyez pas, si vous êtes dans un état d'esprit ou dans une situation qui fait qu'actuellement vous n'avez absolument aucune idée de ce qui pique, ben, faites-vous coacher. Enfin, je pense que trouver quelqu'un qui va vraiment vous parler et dont la communication est alignée avec la vôtre et faites-vous coacher. Je crois que parce que c'est facile pour un coach de l'extérieur de dire ah tiens regarde tu penses ça 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 est-ce que tu as remarqué que tu pensais ça 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 nous tout seul on ne voit pas on est dans notre tête. Bien sûr, ouais. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je mettrai tous les liens du coup vers tes réseaux sociaux et ton site internet dans la description. Voilà, je pense que c'est tout.
encore merci. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Salut!